Je vous accueille dans ce premier séminaire de la chaire DL4T Diplofortech de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, enfin l'Université Côte d'Azur pour cette nouvelle année universitaire. Je co-dirige la chaire avec Marina Teller qui, à l'heure actuelle, participe à la rentrée solennelle de la faculté de droit et de sciences politiques. Et donc, à ce titre-là, elle va essayer de nous rejoindre en cours de séminaire. J'en profite pour remercier tous les participants et tous les inscrits. Nous sommes environ une grosse soixantaine d'inscrits. Nous sommes déjà plus de 30 participants. Et j'accueille vraiment avec un immense plaisir Linda Arcelin et Jean-Louis Fourgou pour ce séminaire, un séminaire qui va être consacré au marché de la publicité en ligne, au marché de la publicité programmatique, publicité à la fois automatisée, d'où le terme de programmatique, et surtout publicité de plus en plus personnalisée, ce qui pose la question, j'allais dire, de la collecte de la donnée, de l'utilisation de la donnée, mais aussi de fonctionnement de marché, qui est celui de la publicité en ligne, qui se caractérise par au moins une forte complexité technique, ou du moins une certaine opacité, un marché sur lequel il est difficile de mesurer le fonctionnement des enchères, la performance de la personnalisation, et ainsi de suite. Et donc, il y a une double actualité, à vrai dire, à ce sujet. Je vais dire une actualité en matière de pratique décisionnelle, dans la mesure où il y a des procédures qui ont été lancées aux États-Unis dès l'an dernier et en Europe de façon croissante, mais aussi une actualité que je n'oserais qualifier de régulatoire ou de concurrentiel, quelque chose entre les deux, avec la proposition, le 15 décembre 2020, à la fois du Digital Services Act et du Digital Markets Act par la Commission européenne, qui peuvent, dans une certaine mesure, rebattre les cartes d'un certain nombre de marchés, dont le marché de la publicité en ligne. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons l'immense plaisir de recevoir Linda Arcelin, qui est professeure de droit privé à l'Université de La Rochelle, et Jean-Louis Fourgou, qui est avocat au sein du cabinet Fidal. Linda est une de nos meilleures spécialistes en droit du numérique. Jean-Louis est une référence en matière de droit antitrust. Et Jean-Louis et Linda sont co-auteurs d'un magnifique ouvrage, je fais de la publicité, sur une intégrale de chez LGDJ, sur le droit du marché numérique. Et d'une certaine façon, pour nous, c'est à la fois l'occasion de conseiller à tous nos étudiants, à tous nos collègues, la lecture de cet ouvrage, et aussi de poursuivre la discussion autour de ce thème d'actualité. Linda et Jean-Louis, encore une fois, au nom de l'équipe de DL4T, je tiens sincèrement à vous remercier pour ce séminaire. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric pour ces mots d'accueil. Merci de nous avoir conviés avec Marina pour ce premier séminaire consacré à la publicité digitale à l'ère du DMA-DSA. Alors, la publicité en ligne, vous le savez tous, c'est un marché bien distinct. Les autorités le considèrent de cette façon depuis bien longtemps et la position n'a pas changé. C'est un marché distinct au regard des spécificités de cette publicité en ligne, tant du point de vue de l'offre que de la demande. Et la distinction se fait beaucoup par rapport à la publicité télévisée. C'est un marché distinct au regard du ciblage publicitaire qu'elle permet. Les deux segments principaux de la publicité en ligne, le search et le display, reposent sur ce ciblage. Le display, l'affichage, est fondé sur les données personnelles pour mieux atteindre la cible, le consommateur cible. Et puis le search est lui fondé sur les choix de l'internaute qui se transforment ensuite en données permettant d'affiner au mieux le profilage.
Donc, ce ciblage est très important pour notre secteur. C'est un gage, ou ça serait un gage d'efficacité de la publicité. Pour provoquer l'intention d'achat, eh bien, il faut connaître, appâter la cible et lui envoyer le message idoine au bon moment. Et on comprend alors que, à travers ces quelques mots, combien la question des données personnelles est essentielle au domaine. Alors, quelles sont les préoccupations soulevées dans la publicité en ligne? Eh bien, elles sont multiples et elles mettent en avant la puissance des GAFA, qui sont des points d'accès, ces gatekeepers, comme les nomme le règlement DMA dont vous avez parlé, Frédéric. La relation qui se noue entre l'entreprise utilisatrice, annonceur et le gatekeeper peut faire ressortir une dépendance économique au détriment de la première et un abus de domination par exploitation pour la seconde. Et ce, d'autant plus aujourd'hui que les GAFA jouent de plus en plus un rôle dans l'intermédiation publicitaire, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Alors, juste un bref panorama des reproches qui ont pu être adressés à ces géants. Donc, c'est essentiellement des abus de domination. Pour Google, le self-preferencing, l'opacité des conditions de transaction inéquitables, discriminatoires, l'absence d'interopérabilité de son serveur publicitaire, ou encore une enquête ouverte en juin dernier sur ces outils publicitaires DV360 et Google Ad Manager. Pour Apple, les conditions de transaction inéquitables, peut-être, l'affaire est en cours d'instruction. Pour Facebook, l'utilisation des données publicitaires recueillies auprès d'annonceurs afin de les concurrencer sur des marchés où Facebook est présent, donc peut-être encore, puisque l'affaire est toujours en cours. L'opacité, une fois encore, des conditions générales de vente et du côté allemand, l'utilisation des données en violation du RGPD. Et Amazon, l'utilisation des données des vendeurs tiers pour promouvoir ses propres produits. Donc, beaucoup de griefs, on le voit, et jusqu'à présent, ces pratiques ont été appréhendées à l'aune du droit de la concurrence, des abus de domination et abus d'exploitation, en faisant parfois, certains auteurs l'ont relevé, une application audacieuse des concepts à la fois de marché et d'abus. Alors, parce que le droit de la concurrence n'apporte pas toujours des réponses idoines et qu'il intervient surtout après coup, eh bien, l'Union européenne a imaginé de nouveaux outils développés dans ses propositions DMA et DSA de décembre 2020, auxquels il faut rajouter le DGA, donc c'est le Data Governance Act, qui date aussi de 2020. Alors, notre intervention va tourner autour de ces textes, mais aussi des initiatives récentes des autorités de concurrence françaises et européennes. Et il nous a semblé intéressant, du moins peut-être d'un point de vue pédagogique, de distinguer droit substantiel, droit procédural en quelque sorte, en faisant dans un premier temps, en voyant les éléments permettant d'atteindre un marché équitable de la publicité en ligne, et puis ensuite les outils plus procéduraux, nouveaux ou pas d'ailleurs, mis à disposition des autorités dont on appréciera l'efficacité. Alors, sur ce pas vers un marché équitable de la publicité en ligne, alors équitable, c'est un terme très important, c'est une terminologie qui est en filigrane dans beaucoup de textes et de jurisprudence et qui a fait vraiment son entrée sur le devant de la scène dans des textes plus récents. Le règlement P2B de 2019, promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services relatif au marché contestable et équitable. Et le DGA parle même d'altruisme en matière de données. Donc, on a de beaux sentiments qui se mêlent au numérique. Alors, l'équité, elle a une fonction correctrice. Il peut s'agir de corriger la rigueur d'une règle, mais aussi on le voit à travers le règlement P2B et le DMA, de corriger une asymétrie contractuelle due à un rapport de force déséquilibré. Pour corriger cette asymétrie, le droit de la concurrence et les propositions de 2020 prennent deux directions.
Dans un premier temps, il s'agit de garantir l'accès à la publicité et au marché de la publicité en ligne. Et dans un second temps, de garantir une certaine profitabilité de son activité et des données personnelles collectées grâce à son activité. Donc, ça va être les deux axes de cette première partie. Alors, en ce qui concerne l'accès à la publicité et au marché de la publicité en ligne, alors je l'ai dit il y a un instant, les GAFA sont régulièrement pointés du doigt dans la mise en œuvre de politiques contractuelles non objectives, discriminatoires, non transparentes. Eh bien, le DMA, article 5, article 6, et le DSA, article 24 et 30, viennent imposer en amont des obligations de transparence et insistent aussi sur l'équité qui doit présider ces rapports contractuels. Alors, pour beaucoup, ces obligations s'inspirent de la jurisprudence concurrentielle, mais là, cette fois, indépendamment de l'existence d'une position dominante. Et ce qui aussi est important, c'est que ces obligations bien, sont imposées ab initio en amont. Alors, tout d'abord, les entreprises utilisatrices doivent conserver leur liberté commerciale, c'est-à-dire avoir directement accès elles-mêmes à la publicité digitale et ensuite à la relation contractuelle avec le consommateur sans passer par le gatekeeper. L'entreprise ne doit pas être enfermée dans sa relation avec le gatekeeper. Ensuite, concernant l'accès au marché de la publicité digitale, c'est là que je vais passer un peu plus de temps. Eh bien, ça intéresse toutes les entreprises du secteur publicitaire. Aujourd'hui, le secteur est morcelé en un grand nombre d'opérateurs économiques entre l'annonceur et le site éditeur qui propose les inventaires. Il y a une multitude d'acteurs qui sont apparus, notamment à cause de ce qu'on appelle la publicité programmatique, c'est-à-dire un système automatisé d'enchères sur des espaces publicitaires d'éditeurs, ces fameux inventaires, en fonction d'un profil ciblé et en temps réel. Et dans ce nouveau paysage sont apparus donc de multiples nouveaux opérateurs. Du côté des annonceurs, on a les DSP, les Demand Side Platforms, qui trouvent les impressions les plus efficaces pour les publicités. Et du côté des supports, on a les Supply Side Platforms, SSP, qui permettent d'automatiser la vente d'espaces publicitaires à côté des ad servers, d'autres plateformes permettant aussi d'optimiser la diffusion des campagnes. Alors, ces services d'intermédiation ont été, je dirais, envahis par les GAFA, qui peuvent du coup conditionner l'accès au marché de la publicité digitale et placer sous leur domination des entreprises du secteur. Je prendrai un exemple récent, celui de Facebook, qui est donc un des gatekeepers dans le domaine, qui a fait l'objet début juin 2021 d'un test de marché au sujet du système de partenariat qu'il a mis en place, le Facebook Marketing Partner, donc des partenariats qu'il noue avec des fournisseurs de technologies publicitaires proposant des services complémentaires à ceux qu'il propose. Et l'un de ces partenaires, c'était Criteo, et non des moindres, hein, Criteo, a été retiré du programme sans forcément bien comprendre pourquoi. Et donc, Criteo a saisi l'autorité de la concurrence pour vérifier les conditions d'acceptation, de retrait de ce marché de la publicité digitale. Alors, Facebook a proposé une série d'engagements en attente de validation de l'autorité. Mais là, on le voit, Facebook a fermé l'accès à une partie du marché publicitaire à cette entreprise sans que cela soit parfaitement objectif à priori. Surtout, aujourd'hui, on assiste à une standardisation imposée par les GAFA et surtout Google. Alors là, je vais beaucoup parler de Google. L'achat d'espaces publicitaires sur YouTube, par exemple, passe nécessairement par la DSP de Google qui s'appelle DV360, alors qu'auparavant,
la plateforme était beaucoup plus ouverte. Elle offrait des espaces publicitaires à partir de toutes les DSP. Et donc, c'est ni plus ni moins que du self-preferencing sur lequel la Commission européenne enquête actuellement. La Commission a ouvert une enquête là aussi en juin 2021 sur l'affichage publicitaire, dans lequel elle va décortiquer les activités de Google dans l'intermédiation publicitaire pour contrôler cette obligation aujourd'hui de recourir au service DV360 de Google côté achat et au service Google Ad Manager côté vente. Donc, standardisation qui passe par du self-preferencing. Je voudrais aussi parler des cookies tiers. Les cookies tiers qui sont essentiels ou qui étaient essentiels au ciblage et qui appellent une vigilance particulière. Alors, vous le savez, on distingue les cookies tiers des cookies first party ou propriétaires. D'un point de vue technique, c'est toujours des petits logiciels placés sur l'ordinateur. La seule différence réside dans la façon dont ils sont utilisés, créés et utilisés. Les cookies propriétaires sont générés par le domaine hôte et facilitent l'expérience utilisateur. On mémorise le mot de passe, la langue ou encore le panier. Et les cookies tiers, c'est eux qui permettent le tracking et le ciblage publicitaire. Alors, c'est les méchants, hein, les cookies tiers. Et face aux menaces et sur la protection de la vie privée, le RGPD, puis la CNIL dans ses dernières lignes directrices de 2020, ont posé des règles beaucoup plus strictes concernant le recueil de consentement des internautes, de façon à ce que il soit aussi facile pour l'utilisateur de refuser que d'accepter les cookies. Et il y a d'autres textes qui vont sans doute venir renforcer cette sévérité à l'égard des cookies tiers, notamment peut-être un jour quand il sortira le règlement e-privacy. Mais le changement le plus radical, il est venu des opérateurs eux-mêmes et en particulier de Google, puisque Google a annoncé son intention d'ici 2022, enfin maintenant c'est 2023, de carrément supprimer les cookies tiers de son navigateur Chrome. Alors, ce n'est pas le premier, hein. Google, Apple l'a déjà fait et Mozilla aussi, mais c'est sans commune mesure par rapport aux parts de marché que détient Google. Lorsque la mesure sera effective, c'est près de 9 internautes sur 10 qui ne seront plus identifiés par les cookies tiers et de la simple mesure des opérateurs, hein. Alors, ce n'est pas la fin du ciblage sur Internet, car il y a toujours ces données first party, ces cookies propriétaires, pour lesquels il y a un regain d'intérêt et ces données peuvent aussi être utilisées pour un profilage et un ciblage publicitaire. Donc, c'est peut-être là le moyen de redonner un pouvoir aux entreprises propriétaires de ces données et de leur permettre, peut-être pas de contrer les géants, mais qu'elles aient leur mot à dire. Et donc, ces cookies tiers donnent lieu à des propositions de partage de données première partie. Des coopératives de données sont créées, notamment par Criteo, encore une fois. Et donc, c'est redonner de la valeur aux éditeurs. Mais là, c'est sans compter encore Google. C'est sans compter encore Google, parce que pour s'adapter au monde cookieless qu'il met en place, eh bien, il a annoncé le développement de sa Privacy Sandbox, donc qui est une suite d'interfaces venant remplacer les cookies tiers pour permettre la diffusion de publicités ciblées. Et là, les données sont directement stockées sur son navigateur et les annonceurs y ont accès ensuite par le biais de ces API. Donc, Google impose sa solution et parallèlement rejette les autres propositions, les autres idées qui sont développées par le secteur publicitaire. Je donnerai un autre exemple d'un projet qui a été mené par Criteo et d'autres entreprises du secteur, un projet reposant sur des identifiants, comment il s'appelle, Unified
ID 2.0, qui repose sur les emails des visiteurs de sites internet que les visiteurs acceptent de communiquer. Et qui permettrait un certain ciblage là aussi. Mais Google a annoncé mars 2021 qu'il refusait d'utiliser cette pratique, que cela ne serait pas publicitaire. Donc, on le voit une fois encore, les gatekeepers ont une faculté de blocage de l'accès au marché publicitaire par la standardisation imposée et le traitement de faveur de leurs propres outils. Alors, là, le droit de la concurrence intervient à ce stade. J'en ai parlé tout à l'heure. La Commission européenne a lancé une enquête en juin 2021 et elle va s'intéresser à cette interdiction du placement des cookies tiers, à l'objectivité, etc. Et puis au refus des autres techniques publicitaires. Au refus d'utiliser un identifiant publicitaire à disposition des tiers. Donc, elle va s'intéresser à ces pratiques. Et puis, décidément, le mois de juin n'a pas été très favorable à Google, puisque le 7 juin 2021, l'autorité française a sanctionné la plateforme pour abus de position dominante parce que, en raison d'un traitement préférentiel de ses propres technologies au détriment des concurrents et des éditeurs. Là, il y avait une absence d'interopérabilité avec son serveur et les SSP tierces. L'interopérabilité, c'est une notion importante que le droit de la concurrence connaît déjà depuis très longtemps et que l'on va retrouver dans le DMA. Le DMA, effectivement, utilise à plusieurs reprises la notion d'interopérabilité. Alors, peut-être pas dans le domaine publicitaire, puisqu'il s'agit de ce que vise le DMA, c'est l'interopérabilité d'applications logicielles avec les systèmes d'exploitation du gatekeeper. Mais on voit cette notion-là commence à être davantage utilisée non plus par le régulateur concurrentiel, mais par les textes plus généraux. Donc l'équité, on le voit, c'est permettre un accès plus large au marché. Mais c'est aussi profiter de son activité et des fruits de son activité, en particulier des données. Donc cette idée de profitabilité. Comme il a été dit dans de nombreuses décisions, chaque opérateur est libre de définir sa politique contractuelle, mais les conditions doivent être objectives, transparentes, non discriminatoires. Et l'inéquité va prendre ici le visage d'un déséquilibre contractuel. Alors, si l'on se concentre sur la publicité digitale, l'équité consiste à pouvoir tirer profit des données générées par sa propre activité et à recevoir une juste rémunération. Alors, tout d'abord, il faut que les annonceurs puissent utiliser leurs propres données générées et mesurer l'efficacité de leur publicité. D'une façon, je dirais un peu chronologique, il faut, dans un premier temps, que les entreprises utilisatrices puissent recueillir le consentement des internautes au recueil de leurs données de façon objective et non discriminatoire. C'est-à-dire que le recueil du consentement ne doit pas être beaucoup plus strict pour les entreprises utilisatrices que pour le gatekeeper. Là, on a une disposition qui le vise directement dans le DMA, c'est l'article 11-2 qui parle de la question du contournement ou de l'anti-contournement. Et nous avons une décision également en droit français qui concerne Apple, la question de la sollicitation de consentement ATT que Apple a mis en place lors de sa nouvelle version du système d'exploitation iOS, qui impose aux entreprises qui proposent des applications sur Apple, qui leur impose de demander en plus un consentement, une autorisation des utilisateurs. Alors, je précise que l'autorité n'a pas
prononcer de mesures conservatoires comme ça lui était demandé, mais qu'elle va étudier si ce recueil de consentement n'est pas discriminatoire par rapport à son propre recueil de consentement lorsqu'elle propose ses propres services. Ensuite, les gatekeepers ne doivent pas bloquer l'accès aux données fournies par l'utilisation des services en ligne, de leurs services en ligne. Les entreprises utilisatrices doivent pouvoir accéder aux données qu'elles ont générées elles-mêmes avec leur activité. Et puis enfin, le DMA oblige les gatekeepers à assurer la portabilité des données générées par l'activité des entreprises utilisatrices, ce qui a vocation ici à rendre le marché beaucoup plus contestable. Parallèlement, le DMA bride les gatekeepers dans l'utilisation des données. Pas de cumul d'abord des données des différents services des gatekeepers, sauf accord. Donc, Facebook, WhatsApp, Instagram, voilà, ce n'est pas un grand champ de données, sauf éventuellement si l'internaute donne son accord express. Et puis, là encore, on retrouve le droit de la concurrence. Le DMA empêche aussi les gatekeepers de tirer eux-mêmes profit des données générées par l'activité des entreprises utilisatrices en concurrence avec eux. Les gatekeepers peuvent utiliser les données si ils ne sont pas en concurrence avec les entreprises utilisatrices, mais pas s'ils sont en concurrence. Donc là encore, rien de nouveau par rapport au droit de la concurrence. On retrouve cette idée dans une affaire Facebook de juin 2021. Alors la question sera comment on vérifie ces éléments, mais là je pense que Jean-Louis pourra nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Profiter, c'est encore recevoir une juste rémunération. Alors là, on pense tout de suite au domaine des droits voisins dans le domaine de la presse, une fois encore avec Google, droits voisins qui permettent aux éditeurs, enfin, à la presse, de recevoir une juste rémunération des articles qui sont mentionnés par Google. Donc, Google qui avait entamé un bras de fer avec les éditeurs et qui l'a perdu. Alors, d'une part, le 9 avril 2020, puisque l'autorité lui avait enjoint de négocier de bonne foi, ce que Google n'a pas fait, et qui lui a une condamnation de 500 millions d'euros en juillet dernier et à nouveau une série d'injonctions. Alors, on n'est pas tout à fait dans le domaine de la publicité digitale, mais c'est la même idée. Chaque utilisateur, annonceur comme éditeur, chaque bout de la chaîne, doit obtenir une juste contrepartie de son activité. Or, ici, il est assez difficile de vérifier ces contreparties dans la mesure où la publicité digitale, vous disiez Frédéric tout à l'heure, est gangrénée par la fraude. La fraude publicitaire, donc détourner l'argent des éditeurs, fausser la performance des campagnes, etc. Et c'est en partie dû au développement de la problématique qui a complexifié la chaîne de valeur. Selon certaines études, 60% du montant dépensé par un annonceur est prélevé par les intermédiaires. Et donc seulement 40% restants vont à l'éditeur. Et l'opacité actuelle du système ne permet pas de connaître l'utilisation exacte des sommes, des montants investis. Et du côté des annonceurs, il y a une dénonciation aussi importante, comme par exemple Procter & Gamble, qui estime que 25% de l'argent dépensé dans la publicité numérique ne sert pas vraiment à toucher le consommateur. Donc un assainissement est nécessaire, au moins dans 3 directions. Lutter contre l'opacité, mesurer l'efficacité des campagnes et lutter contre cette fraude, les fermes à clics, l'achat de likes, etc. Alors, ici, le DMA répond aux 2 premiers points. Lutter contre l'opacité. Là, ça nous rappelle un peu notre loi Sapin qui existe en France. Le gatekeeper doit communiquer aux annonceurs et aux éditeurs à leur demande, il y a toutes les informations relatives au prix, aux commissions versées, etc. Et puis,
deuxième obligation des gatekeepers, c'est fournir aux annonceurs et éditeurs, à leur demander gratuitement cette fois, un accès aux mesures de performance pour vraiment évaluer l'efficacité de leur campagne. Alors, est-ce que c'est suffisant? Ça ne vient pas lutter contre la fraude, c'est faire ma clique, comme je parlais il y a un instant. Bon, peut-être que ça pourrait venir d'une technologie. Certains avancent la blockchain, hein, c'est la solution à tous les maux, je crois, la blockchain. Bon. Donc, ça pourrait faire l'objet d'un autre séminaire, hein, Frédéric. Donc, on le voit, on dépasse la seule recherche d'une relation équitable pour aller vers celle d'un marché équitable où chacun tire profit de son activité. Et c'est d'ailleurs l'intitulé du DMA, hein, marché équitable, et ce qui conforte peut-être l'idée qu'on n'est pas très loin toujours du droit de la concurrence, avec sa panoplie d'outils. Et là, sont-ils efficaces? Je vais laisser la parole à Jean-Louis. Je m'excuse déjà d'avance d'avoir un peu monopolisé la parole. Non, il n'y a pas de difficulté. Je vais être beaucoup plus bref pour laisser un peu de temps aux questions. Et je vais aborder l'aspect procédural de ces questions, puisque sur le fond, Linda, tu les as déjà observées. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le droit de la concurrence, que nous connaissons déjà, comporte un nombre d'outils exceptionnels. Et c'est une boîte à outils qui est particulièrement bien remplie. Tu as évoqué déjà un certain nombre de décisions, avis, engagements, mesures conservatoires, sanctions, astreintes, injonctions. Et, on vient de le découvrir pour Google, respect, sanctions en cas de non-respect des injonctions. Donc, on a en quelque sorte la totale pour pouvoir normalement lutter contre les abus et les restrictions de concurrence sur le marché de la publicité. Alors, sans refaire tout l'historique que tu as évoqué en partie, il faut bien se remémorer que cela a commencé en 2010, les premières grandes batailles, et où on a eu déjà une application de l'ensemble et du festival que l'autorité de la concurrence pouvait faire dans ce secteur. Mesures conservatoires dans le dossier Navix contre Google le 30 juin 2010. Un avis le 14 décembre 2010 sur la définition, la délimitation des marchés et les préoccupations de concurrence qui pouvaient exister. Et derrière dans cet ensemble, eh bien, Google a accepté des engagements avec Navix pour clarifier ces conditions contractuelles. Et ça, c'est un point que tu as évoqué, Linda, et qu'on retrouve dans le DMA. L'aspect de clarification et de transparence est un élément très important. Et à peine 10 ans plus tard, rebelote, nouvelle série d'actions. En 2018, un avis qui se termine, il faut surveiller le marché et éventuellement s'autosaisir. Donc, c'est-à-dire que ce qui a été fait dans les années précédentes n'a pas été d'une efficacité folle. Des mesures conservatoires dans le dossier Amadeus, avec une clarification des conditions contractuelles de Google Ads, puis une condamnation de Google, et dans l'affaire Gib Media, ce qui est le pendant d'Amadeus. La Commission européenne, tu l'as rappelé, n'a pas été en reste, et a condamné à 1,49 milliard, on va s'arrêter à ce niveau de précision, Google le 20 mars 2019. Alors, je voudrais juste apporter une petite nuance. La boîte à outils, elle est bien remplie, mais cette décision Google, comme les autres, va mettre en évidence que ces outils conduisent à des résultats contrastés et qui peuvent expliquer que le DMA va en apporter de nouveaux. Résultat contrasté, le premier dossier Navix n'a pas été la panacée pour tous les utilisateurs. eCopy, qui se retrouvait exactement dans la même situation que Navix, s'est dit, je ne vais pas compliquer, ça vient d'être jugé, je vais 2 ans après saisir l'autorité de la concurrence en demandant des mesures et faire condamner Google. On lui a dit non, vous ne rapportez pas la preuve,
du caractère discriminatoire des conditions dans lesquelles votre compte a été résilié. Ils ont perdu à l'autorité, ils ont perdu à la Cour, ils ont perdu à la Cour de cassation. Donc, voilà, ça n'est pas d'une clarté folle. J'ai trouvé une décision récente qui montre aussi que GIB Media, les engagements pris par GIB Media n'ont peut-être pas tout réglé. Il y a un dossier qui a été tranché par la Cour d'appel de Paris en référé, en droit commun, le 15 janvier 2021, où Majordome, un utilisateur de service 118, là, des renseignements téléphoniques, se plaignait de la résiliation de son compte et disait, mais Media et Amadeus, ils m'ont résilié de façon discriminatoire, et la Cour d'appel de Paris a infirmé le tribunal de commerce qui avait considéré en premier que oui, c'était exactement la même chose et qu'il fallait faire une injonction à Google, et la Cour a dit, ben non, ça n'est pas manifeste, le caractère discriminatoire n'est pas évident. Donc, on repart pour un tour. Et donc, la décision Apple que tu as citée de mars 2021 est aussi très révélatrice de la prudence de l'autorité de la concurrence et de l'application quand même assez stricte des mesures conservatoires. Donc, on va partir, il y a eu un refus des mesures conservatoires, et on va partir pour 2-3 ans d'instruction au fond. Et si les avocats font traîner, si l'enquête est plus compliquée, ce sera peut-être 3-4. Pendant toute cette durée, comment vont pouvoir réagir, se préserver les concurrents qui vont se retrouver mis sur la touche parce qu'ils ne pourront plus utiliser toutes leurs données, toutes les données qu'ils pouvaient collecter, les données tierces, si Apple peut mettre en place son système ATT. Quelqu'un a écrit « L'objectif du DMA est de prendre de vitesse les GAFA ». Ah, mais c'est toi. Ah bon? Eh bien, je pense que c'est un élément important. Cette notion de vitesse et d'efficacité dans l'intervention sur le marché. Le DMA devient un outil complémentaire, pourra être un outil complémentaire. Ça n'est pas une modification du droit de la concurrence. C'est un outil complémentaire qui vise, tu l'as dit, à préserver la contestabilité et l'équité des marchés. Ça n'est pas exactement une notion de libre concurrence. Et tu l'as dit, les notions d'entente, d'abus de position dominante, tout cela, c'est éliminé. Ce qui importe, c'est savoir si le gatekeeper viole des interdictions clairement énumérées dans l'article 5, ce qu'on pourrait appeler des clauses noires, ou viole des clauses visées dans l'article 6 qui sont interdites en soi, mais qui mériteront d'être précisées. Donc là, on va s'amuser encore sur l'interprétation de ce qu'il faudra en dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on va mettre en place, malgré tout, quelque chose qui a l'apparence du droit de la concurrence. Parce qu'on va arriver à quoi? Des mesures conservatoires, des engagements, des sanctions, 10% du chiffre d'affaires. Tiens, c'est drôle, c'est exactement le même montant qu'en droit de la concurrence. Des injonctions et des sanctions en cas de non-respect des injonctions. Donc, nous sommes vraiment dans un monde que les concurrentialistes connaissent, mais qui est quand même très différent parce qu'il est complémentaire. Je le redis une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir une sanction en application du DMA et une sanction éventuellement si l'entreprise est en position dominante, ce qui sera vraisemblable, mais ce n'est pas évident. En tout cas, on saute l'étape de la délimitation du marché et de la qualification. Et c'est bien l'article 1.6, s'il est adopté ainsi, qui dit que ça ne fait pas échec à l'application de 101, 102. Donc, c'est un ajout, une double sanction qui pourra être prononcée. Là où je te rejoins, Linda, c'est quand tu dis mais comment va-t-on faire? Parce qu'il y a des marchés où les informations sont relativement accessibles, elles sont publiques, dans la presse professionnelle, des statistiques dans les organisations professionnelles, etc.
là, on va être pour beaucoup dans l'intra, dans la boîte noire de chacune des entreprises, dans le secret le mieux gardé, très complexe. Le DMA prévoit que dans la faculté d'enquête, la commission, et pour l'instant seulement la commission, aura la faculté d'accéder aux entreprises, de poser des questions, bon d'accord, mais aussi d'accéder au système informatique, d'accéder à l'algorithme et donc de vérifier exactement les conditions pratiques. On se réserve un débat d'experts. Alors là, les débats entre économistes à côté, c'est du café du commerce, hein, excusez-moi la comparaison. Mais donc voilà, dernier point sur le délai, le DMA prône une intervention très rapide, des dossiers traités en 6 ou 12 mois et comporte quand même une question qui va m'amener à une dernière suggestion. Dès le début, on dit « Ah, il faut qu'on prévoie quelque chose lorsque le gatekeeper systématiquement ne respecte pas nos décisions ou notre DMA. » Ça, c'est extraordinaire. C'est comme à l'école. Attention, tu fais une erreur, je te retire une image. Tu fais une deuxième erreur, je te retire une deuxième image. À partir de 3, ça va devenir très grave. Et là, le manquement systématique, c'est 3. Eh bien, c'est déjà admettre et voir ouvrir la porte à cette répétition dans les manquements sur des marchés publicitaires. 3 manquements, 1 par an, permet d'éliminer totalement d'autres intermédiaires, d'autres techniques. C'est cela aussi. Il faut voir que les supports qui vendent directement en régie ou par des SSP, c'est la survie de leur entreprise. Plus de publicité, plus de survie. Et donc, les petites atteintes ou ce qui peut paraître une petite atteinte dans une analyse concurrentielle, pour les utilisateurs, c'est considérable. Et donc, la dernière que nous pouvons partager, c'est finalement, est-ce que tout cela va être efficace ? Il ne faut pas être naïf. On s'attaque à de très grandes entreprises dont on parle de quasi-souveraineté. Pour l'instant, il y a un objectif politique qui semble assez bien marqué. Et le commissaire Thierry Breton est très engagé sur le sujet. Mais il faut s'interroger sur est-ce que cet affichage politique se traduira par une application. J'ai un petit doute quand même. La complexité, les délais qui ne seront jamais tenus, et aussi, c'est peut-être la problématique, avoir trop d'outils dans sa boîte à outils fait que parfois on ne les retrouve pas. Et la concurrence des outils est peut-être une mauvaise conseillère pour les interventions sur ces marchés très spécifiques. Eh bien, merci infiniment à vous deux pour cette présentation absolument flamboyante. Je me faisais une réflexion peut-être avant même d'entamer la discussion avec la salle. On est vraiment sur le marché de la publicité, sur la vraie notion du contrôleur d'accès, c'est-à-dire celui qui a droit de vie ou de mort sur une entreprise. J'accède ou je n'accède pas au marché d'un côté. Et dans le même temps, ce contrôleur d'accès fixe toutes les règles du jeu. C'est lui qui fixe les règles de concurrence sur le marché. Prenons ce marché de la publicité programmatique. Pour un économiste, c'est assez amusant. Qu'est-ce qu'un marché non équitable? Ça serait quasiment un marché dans lequel le commissaire-priseur, non content de centraliser l'offre et la demande, serait un acteur dominant des deux côtés et ne crierait pas le prix. En d'autres termes, le fonctionnement du marché s'écarte de notre idéal économique, tout simplement parce qu'il n'y a plus de transparence sur les prix. Et qui dit absence de transparence sur les prix, dit possibilité de prélever, j'allais dire, une barrière d'octroi assez importante. Vous ne m'entendez plus? Le son est parti? Si, on vous entend.
Ah, ça y est, c'est bon. Non, non, voilà. Donc, je reprends la capacité, j'allais dire, de l'entreprise dominante à faire le prix est très importante. Donc là, on peut avoir à la fois des déséquilibres contractuels, mais aussi un problème de loyauté, j'allais dire, dans le marché, ce qui est une autre variante, j'allais dire, une autre traduction de la fairness. Et là, je pense notamment à Marie-Mallory Vignal qui nous a rejoint en cours de réunion, qui avait travaillé sur cette question-là. Y a-t-il des questions émanant de la salle? Pas de questions pour l'instant? Alors, je vais peut-être poser une première question. Vous avez cité, alors je ne sais pas si vous m'entendez, Linda. Non, vous ne m'entendez plus? Linda, Jean-Louis, je ne vous entends plus de mon côté. Alors attendez, j'utilise le chat. Excusez-moi. Alors je vois que visiblement Linda et Jean-Louis, ça a l'air de venir de votre PC. J'ai l'impression que les autres collègues alors soit m'entendent, soit aussi arrivent à parler, parce que j'ai perdu complètement votre son et j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Bon. Donc, peut-être que Linda et Jean-Louis vont se reconnecter. Il y avait aussi dans la présentation de Linda et Jean-Louis, j'attends qu'ils se reconnectent pour pouvoir passer aux questions, quelque chose qui était passionnant, qui faisait écho à une décision de l'autorité qui datait du printemps dernier sur la sollicitation ATT hein, qui avait été mise en place, hein, enfin, qui est proposée par Apple en matière de mise en place de trackers publicitaires. Et ce qui est assez intéressant dans cette affaire, alors comme disait Jean-Louis et Linda, il n'y a pas de décision sur le fond. Hein. L'autorité a refusé de prononcer des mesures conservatoires et à la fin rendra une décision sur le fond. Je vois que Linda et Jean-Louis nous ont rejoints. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Pas plus? Je ne vous entends pas plus de mon côté, malheureusement. J'ai peur que le son soit parti. Ça y est. Ça y est. Ah, ça y est. Voilà. Bah, écoutez, désolé. ah non, mais ce sont les aléas techniques. Hein. Les joies de la technique. Non, mais là, Voilà. Donc, non, je reparlais pendant votre absence de la sollicitation ATT qui avait été mise en place par Apple hein, pour les cookies, enfin, les outils de traçage tiers. Et il y a quelque chose d'assez amusant, surtout en termes d'économie comportementale dans cette procédure-là, c'est que quand on est sur un consentement pour un produit tiers de traçage, on est dans une logique d'opt-in. On doit s'inscrire. Tandis que lorsqu'on est sur l'environnement d'Apple, donc sur des applications Apple, la logique est une logique d'opt-out. On doit décocher une case. Et c'est vrai que là, on a un biais de statu quo pour, d'un côté, pour le client, c'est-à-dire en gros, l'internaute ne va pas changer les réglages par défaut. Et là, ça me fait un peu penser à Android et à quelques débats luxembourgeois de ces dernières journées. Et ensuite, du côté du client qui souhaite accepter un tracker autre, un outil de traçage autre, c'est l'opt-in. Et d'une certaine façon, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour prendre un risque pour votre confidentialité? On vous annonce un risque. Et c'est vrai que là, il y a peut-être à nouveau un dialogue qui peut se faire avec, j'allais dire l'éco, mais surtout l'économie comportementale, c'est-à-dire voir comment ce genre de sollicitation et ces choix présentés de façon différente ben, peuvent être éventuellement, hein, je ne sais pas, l'affaire n'est pas jugée sur le fond, un outil d'auto-préférence. Tout à fait. Peut-être Patrice Bougette, est-ce que tu peux éventuellement rebondir sur ce point vu d'un angle d'écho?
C'est exactement ce que tu as dit, effectivement. Hein, on a l'économie comportementale qui permet d'apprécier finalement l'impact des choix par défaut, hein, qui sont faits aux consommateurs. Et là, effectivement, il y a une sorte un peu d'inertie du consommateur à ne pas changer le paramétrage par défaut. Donc là, ça pourrait être d'ailleurs des sortes de remèdes comportementaux, hein, tout simplement. Hein. Si on tient compte de l'analyse comportementale dans d'autres secteurs, en matière d'action collective, de class action, la différence entre l'opt-in et l'opt-out, c'est du noir au blanc. Hein. Et effectivement, faire la démarche, choisir de cliquer, de s'inscrire, de faire quelque chose par rapport à celui qui passe juste à l'écran suivant, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, ça a forcément un impact dans le choix. Il y a peut-être toute la thématique des dark patterns, c'est-à-dire d'une certaine façon des architectures de choix. Alors je ne dirais pas trompeuses, parce que ce n'est pas une idée de tromperie ici, mais d'une architecture de choix qui conduirait le consommateur à opter ou pour ne pas opter pour une solution. C'est-à-dire la façon dont on va formater l'espace de choix va en grande partie dicter la décision. Mais je parle beaucoup trop. Y a-t-il des questions ? Pas de questions sur le fonctionnement du marché de la publicité? Allez-y. Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est un petit, alors je ne sais pas si c'est une note positive ou négative, je ne sais pas comment la présenter, mais l'ensemble de ce qu'on vient de dire repose sur ce marché distinct de la publicité ciblée. Or, il n'est pas sûr que dans les années à venir, ça soit le modèle, que ce modèle perdure. Parce qu'il y a 3 bémols quand même à relever. D'une part, le fait que la publicité ciblée, aujourd'hui, elle est assez controversée. Il y a des théories, notamment de personnes qui ont travaillé chez Google. Tim Wang, je ne sais pas si vous avez lu son ouvrage de 2020, Subprime Attention Crisis, qui explique que la publicité ciblée ne serait pas si efficace que ça. Et qu'elle reposerait en fait sur du vent. Hein. Ensuite, quel est vraiment l'avenir de la publicité ciblée quand on pense au adblocker, avec toute l'opacité aussi qui tourne autour de ces opérateurs, la suppression des cookies tiers, le développement de la fraude qui rend encore plus le marché opaque. Et puis, à supposer que la publicité ciblée est encore un avenir, est-elle réservée à Internet et donc à ces GAFA? Aujourd'hui, la publicité télévisée, dont on distingue pourtant le marché, peut être aussi segmentée. Alors, le ciblage, le profilage est peut-être moins fin que pour la publicité sur Internet, mais c'est qu'une question de temps avec l'usage des données des FAI qui vont servir au ciblage publicitaire télévisé. Donc là, je pense qu'il va falloir que dans quelques années, il faudra rebattre les cartes et revoir toutes ces positions sur le marché voilà, qui ne seront peut-être plus l'apanage des GAFA. Et surtout, sur la difficulté, enfin sur la bulle, entre guillemets, de la publicité ciblée et la difficulté de mesurer, c'est qu'on a des métriques qui sont très difficiles, vu que le fonctionnement du marché est opaque. Quel est le rendement de la publicité ciblée? Ça peut être quelque chose de très difficile à apprécier pour un annonceur. Tout à fait. Et du coup, ça peut expliquer aussi la réticence de certains, je parlais de Procter & Gamble tout à l'heure, à se tourner vers la publicité ciblée sur Internet. Je refais un tour de table. Y a-t-il un tour de table, un tour d'écran en réalité. Y a-t-il des questions ou des remarques? Peut-être une vue depuis Québec, Benjamin Leher, si... Benjamin, nous t'écoutons. Nous n'avons pas ton son, Benjamin. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, oui. c'est fait. Fait. Bonjour Benjamin. Oui, moi je regarde ça un peu comme un arbitre à Roland-Garros, c'est-à-dire que depuis le Canada, on a vraiment l'impression d'une partie de tennis entre l'Union européenne et les États-Unis. Moi, c'est une remarque que je vais faire, c'est pas tant une question, c'est plus que vraiment il y a une volonté européenne
d'inscrire dans une réglementation des moyens de lutter contre l'hégémonie des GAFA. Et ce qu'on voit beaucoup sur le marché nord-américain, en tout cas au Canada, c'est beaucoup plus de réticence, en fait. Et j'y vois probablement un trait culturel propre à l'Europe de vouloir tenter de limiter les excès de ces grandes plateformes, alors que, bon, au Canada, il y a eu une enquête aussi sur Google, sur la publicité de Google, et finalement, le Bureau de la concurrence a conclu à l'absence de sanctions, en tout cas à l'absence d'infractions. Et les outils sont beaucoup moins développés. Et quand on regarde aussi les recherches qui sont faites sur le numérique par les autorités de concurrence ici, on se rend compte qu'on considère finalement que les outils, on les a. C'est-à-dire que l'entente, l'abus de position dominante, ça suffit à encadrer ces pratiques-là. Alors, soit c'est une méconnaissance ou l'absence de volonté politique d'embrasser vraiment ces problématiques, soit c'est une volonté d'appliquer de façon très large certains outils existants du droit de la concurrence. Mais comme on a très peu de pratiques juridictionnelles ici, considérant que c'est un marché qui est assez petit, trentaine de millions d'habitants, et une culture du monopole aussi, qui est due à la taille du pays et le ratio entre le pays et sa taille et la population, ça fait qu'il y a une certaine stagnation, ou en tout cas, on ne va pas de l'avant. Donc, quand on regarde les choses qui se passent en Europe, ça donne le vertige. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je terminerai quand même par une question. Vous avez dit justement que les sanctions étaient un peu illusoires, hein, si je comprends bien ce qu'a dit Maître Fourgou. J'aimerais savoir si vous considérez qu'en réalité, oui, il y a une volonté politique, mais si on regarde les textes, il y a comme... ce qu'on veut, c'est réguler, mais en même temps, pas trop marcher sur les orteils des GAFA. C'est l'impression que ça me donne quand je vous écoute. Donc, j'ai un peu l'impression d'un tout ça pour ça. Finalement, beaucoup de réglementation, de complexité pour un résultat qui est assez mitigé. Alors, est-ce que c'est politique ou bien est-ce qu'il y a une volonté, mais au final, elle se perd dans la technique? Je ne sais pas, j'aimerais vous entendre sur ça. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, sur la différence Europe États-Unis, je ne sais pas si la nouvelle présidente désignée par Biden de la FTC n'est pas un peu plus engagée contre les GAFA. Et dans la présentation de sa politique antitrust, il me semble qu'il y a un peu plus d'actions qui se veulent positives, en tout cas actives sur ces marchés. En ce qui concerne le montant des sanctions, j'ai aussi un peu forcé le trait en disant même pas mal. 1,49 milliards, ça pique un peu, mais ça reste quand même, je ne sais plus, il y a eu un ratio qui a été fait, à peine 1% de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas non plus démesuré, y compris par rapport au montant de la sanction encourue. Donc, ça c'est une vraie difficulté. Je pense quand même que vous avez raison. En ce qui concerne la Commission et l'autorité française de la concurrence, il y a aussi une approche, je ne sais pas si elle est encouragée par les économistes, je ne vais pas essayer de faire la zizanie entre nous, mais la volonté de ne pas freiner l'innovation, elle est constante. Quand vous dites on ne veut pas leur marcher sur les pieds, vous avez raison, parce que cela a des effets positifs. Et quand on voit l'amélioration des services rendus, l'efficacité de ces nouveaux sites d'intermédiation, pas seulement dans la publicité, mais quand même dans la publicité, il y a aussi des éditeurs de sites qui arrivent à vendre de l'espace publicitaire alors qu'ils n'y arriveraient pas s'il n'y avait pas ces plateformes d'intermédiation. Donc il faut aussi rééquilibrer, faire un peu la part des choses. C'est vrai que ces grandes plateformes peuvent faire progresser l'économie de façon générale, mais parfois il y en a qui ont subi ces conséquences et donc il faut faire un choix. Et le choix du DMA, c'est de dire on
on élargit la possibilité d'intervention en n'étant plus centré sur entente, abus de position dominante. Charles Louis, si tu me permets de rebondir sur une note un peu corporatiste hein, de la profession des économistes. J'ai essayé de te provoquer. Voilà, hein. c'est ça. Non, comme Patrice a son micro coupé, c'est moi qui dois me coller à la défense de la profession. C'est vrai qu'on est face à des cas assez particuliers parce qu'en termes de bien-être, on a des services qui accroissent indubitablement le bien-être. Donc l'effet net, entre guillemets, sur le surplus est positif. Le seul problème, c'est que est-ce que cet effet net, en termes dynamiques, restera positif ou pas? C'est pas du tout évident. Et après, c'est là où on revient aussi au débat américain de l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des aspects, j'allais dire, de distribution du bien-être dans la firme? Parce que là, l'air de rien, il y a du transfert de bien-être entre les acteurs. Et ça, en termes d'équité, équité, loyauté, enfin, quelle que soit la traduction qu'on utilise pour le terme de fairness, indubitablement, ça pose question, y compris en termes économiques. Y a-t-il d'autres questions qui émergent plutôt, et non pas qui émergent de notre panel? Plus d'autres questions? Ben écoutez, il me reviendra donc de clore ce séminaire en vous remerciant encore à nouveau, Linda et Jean-Louis, du temps que vous nous avez consacré et de l'intérêt des plus significatifs de votre présentation. J'étais en train de me dire à titre tout à fait personnel que j'allais réutiliser le replay dès lors qu'il serait mis en ligne pour noter l'ensemble des cas que vous avez cités et de vos réflexions dans la mesure où je pense que c'est une mine hein, à la fois pour les collègues et pour les étudiants, à la fois de matière première en matière de cas et de réflexion sur de la façon dont on peut les analyser, tant au point de vue économique qu'au point de vue juridique. Ben écoutez, merci encore. Merci de nous avoir invités et de réfléchir un peu tous ensemble sur ces sujets qui sont très compliqués, très complexes, parce que la technique la technique des entreprises est vraiment très difficile à appréhender de temps en temps. Clairement, surtout sur ces marchés-là. Oui, tout à fait. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir.